Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Et hier, bonjour à tous. Hier, par la voix de son président, Yonatan Arfi, le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, a demandé une commission d'enquête parlementaire sur l'antisémitisme dans les universités suite à la polémique Sciences Po Paris. Vous qui êtes député, vous êtes pour ? Pourquoi pas ? Oui, bien sûr, qu'il y ait des enquêtes qui soient faites, qu'on puisse discuter rationnellement de ça. D'abord, petit 1, l'antisémitisme doit être vigoureusement combattu. Il n'y a pas de république, au sens où je l'entends, c'est-à-dire une société où notre triptyque termine par le mot de fraternité. Quiconque se fait insulter par des mots racistes, antisémites, doit être rudement châtié. Petit 1. Oui. Petit 2, à partir de là, parce que vous évoquez la situation, attention à ce que, comme l'affaire est sérieuse, et que je ne veux pas qu'à force de répéter toute une série de choses, ou du moins de rater la cible, on en vient à galvauder des mots. Sciences Po, on peut en parler parce qu'encore, je lisais hier soir... Là que c'est parti. Non, mais parce que c'est le sujet qui amène à ce que on discute. Que s'est-il passé à Sciences Po ? À l'heure où nous parlons, vous et moi, on ne peut pas encore totalement stabiliser ce qui a eu lieu. Il y a une enquête en cours, voilà. Mais très bien. Très bien, ça me va. J'observe seulement que le Premier ministre, alors que l'enquête n'avait pas eu lieu, est d'ores et déjà débarqué sur place, a considéré qu'il y avait là un foyer d'antisémitisme qui devait être rudement châtié, qu'il fallait que l'établissement soit repris en main, à tel point que je vois encore hier soir un appel des doyens de Sciences Po, des directeurs de recherche de Sciences Po viennent faire une déclaration en disant « Ouh là là, mais on ne peut pas, ça ne peut pas être comme ça ». A surréagi, et j'ai même vu que l'étudiante concernée, moi je l'écoute, militante de l'UEJF, organisation qui a tout à fait le droit d'exister dans les universités. Moi j'ai été un militant, syndicaliste, étudiant avec l'UNFID, l'UEJF, étaient des camarades que nous menions des luttes communes. Bon, il est hors de question qu'elle se fasse insulter quoi que ce soit, mais dit elle-même que... tel que c'est le cas dans les facs, parfois il y avait un meeting de solidarité, et on a le droit, avec ce qui se passe, ce que subit le peuple à Gaza, qu'elle a pu rentrer dans l'amphithéâtre et qu'elle n'a pas entendu de propos antisémites. C'est des propos qui ont été rapportés par d'autres. Alors, dans ces conditions, qui a une enquête ? Moi, ça me va, parce que quiconque a un mot antisémite doit être châtié. Mais qu'à l'inverse, sur la base de choses pas tout à fait stabilisées, immédiatement Gabriel Attal débarque à Sciences Po. Là, il y a un problème. Emmanuel Macron a parlé de mots intolérables. Ils ont clairement surréagi. L'exécutif a surréagi. Je dis à ce stade que vous deux, je ne veux pas être flagorneur, qui êtes des professionnels de l'information, vous ne pouvez pas encore stabiliser ce qui a eu lieu. Nous, aussi, France Insoumise, qui avons des militants sur place, chaque fois qu'on pose des questions, tout le monde nous dit qu'il n'y a pas eu de propos antisémites. Peut-être il y en a-t-il eu, mais personne ne peut le dire. La jeune étudiante de l'UEJF dit qu'elle n'a pas entendu de propos antisémites. Dans ces conditions, attention à ce que derrière ça, qu'est-ce que c'est ? Si l'idée c'est que quiconque se réunit pour dire il y a cessez-le-feu à Gaza, le martyre du peuple palestinien est intolérable, respect du droit international, sans oublier bien entendu ce qui s'est passé le 7 octobre. Je demande la libération des otages, je suis pour qu'Israël vive en sécurité, mais on a le droit quand même, à l'heure actuelle, quand il y a 30 000 morts et qu'une cour de justice internationale parle de risque génocidaire, quand on a 20 ans, qu'on fait des études, de dire non. Alexis Corbière, hier soir, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait qu'une seule manière de combattre l'antisémitisme, c'est l'universalisme. Déclaration devant le CRIF, le Conseil. Ouais, vous approuvez. Parce qu'on se dit peut-être qu'en creux, il cible ceux qui surfent sur le communautarisme. Or, c'est un reproche qui est parfois fait à la France Insoumise. Vous n'êtes pas senti visé. Non mais je veux dire, vous voyez bien, enfin bon, je ne vais pas d'un seul coup étaler mon petit cœur, mais je veux dire, franchement, sous-entendu, l'antisémitisme, moi je ne supporte plus ça. Je suis universaliste. Monsieur le Président de la République, il faut lutter contre l'antisémitisme et l'universalisme. Bravo, Monsieur le Président. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, quel que soit ce que vous soyez, je ne veux pas savoir quelles sont vos convictions spirituelles. Je vous vois comme un être humain, égal en dignité, en droit, à moi, d'accord ? Et vous, pareil. Donc, ça veut dire quoi, à partir de là ? Que ce qui se passe, et nos indignations, et nos colères, et notre volonté de respect du droit international, ne doit pas être, comment dirais-je, à géométrie variable. Je reprends mon raisonnement. Le 7 octobre, ce qui a eu lieu, est inacceptable. D'accord ? Il y a là indiscutablement, comment dirais-je, des actes terroristes. Je suis favorable, évidemment, je l'ai dit et je le répète, parce que parfois on dit sous-entendu qu'on ne l'aurions pas dit, la France Insoumise demande la libération des otages, 132 otages. Vous voyez bien que ces critiques, elles ne partent pas de nulle part. C'est parce que vous avez mis du temps, du moins, c'est toujours le cas aujourd'hui, définir le Hamas comme groupe terroriste. Là, vous le faites aujourd'hui, mais c'est pas le cas de tout le monde dans votre mouvement. Oui, bon, en fait, écoutez, aujourd'hui, on estime 25 000, 30 000, 32 000 peut-être, civils, enfin, personnes qui meurent à Gaza, dont, ce que nous disent, et vous leur donnez la parole, les médecins dans les hôpitaux, des enfants qui meurent. Écoutez, l'autre jour, moi j'en avais les larmes aux yeux, comme beaucoup de gens. Quelqu'un qui vous dit que dans un hôpital, une femme qui vient de mettre au monde un bébé, et que le bébé meurt parce qu'il n'y a plus de lait en poudre.
C'est intolérable. Donc quand est-ce que ça s'arrête? Cessez le feu. Le droit international exige... En fait, même la France le dit. C'est la demande de la France, c'est la demande des États-Unis aussi. Mais nous vendons aussi des armes. Actuellement, le gouvernement israélien, est-ce qu'on ne peut pas dire on arrête des relations de ce type? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce que nous a dit la Cour de justice internationale, que nous sommes en voie d'un risque génocidaire? Vous dites qu'on ne fait pas tout et que la France, notamment, ne fait pas tout actuellement pour faire pression. Nous vendons des armes au gouvernement israélien. Est-ce qu'on peut, quand la Cour de justice internationale nous dit qu'il y a là un risque génocidaire, d'arrêter immédiatement? Parce que du point de vue du droit international, on cesse. Est-ce qu'il y a des accords Union européenne, Israël? Est-ce qu'on peut, tant que le cessez-le-feu n'a pas lieu, dire on arrête tout type de relations? Ça, c'est des leviers diplomatiques. Vous parlez de génocide à Gaza aujourd'hui? Je viens de dire, je m'appuie sur ce que dit la Cour de justice internationale, qu'il y a un risque génocidaire. D'accord? De risque génocidaire. Oui, c'est ce que nous dit. Moi, je veux dire, utilisons les mots du droit international. C'est pas rien. Ils l'ont dit quand même, j'oublie, il y a 15 jours, 3 semaines. Et depuis, ça ne cesse de continuer. Non, mais je vous pose la question. Donc, vous savez pourquoi ça va, ça? Parce que les Insoumis ont refusé de qualifier de génocide les violences et les crimes dont sont victimes les Ouïghours en Chine lors du vote de la résolution en janvier 2022. L'argument évoqué par Jean-Luc Mélenchon à l'époque, c'était de dire si on qualifie de génocide ce qui se passe au niveau des Ouïghours, il va falloir intervenir parce qu'on ne peut pas laisser un génocide se faire sous nos yeux. Là, en cas de risque génocidaire, il faut envisager d'intervenir. Il faut que la France puisse intervenir à Gaza. La Cour de justice internationale, d'accord? Elle ne l'a pas dit. La situation des Ouïghours est terrible, d'accord? Mais à ma connaissance, si je dis une sottise, corrigez-moi. La Cour de justice internationale n'avait pas dit qu'il y a un risque génocidaire, d'accord? Là, c'est le cas. Donc, soit on croit à la puissance du droit international. Mais il y avait de nombreuses organisations qui parlaient de ce risque génocidaire et même de génocide. Non, mais il y avait un débat sur le mot, je vous l'accorde. Je veux dire, je n'ai jamais considéré, ce que fait la bureaucratie chinoise, ce gouvernement autoritaire sur les Ouïghours, est insupportable. Il y avait effectivement une discussion sur le mot qui n'était pas tout à fait bien définie, selon nous, du point de vue du droit international. Concernant la population de Gaza, la Cour de justice internationale saisie par le gouvernement d'Afrique du Sud a parlé. Donc moi, je dis, là, qu'on me comprenne bien, je veux dire, y compris ceux qui souhaitent la sécurité d'Israël, ceux qui ont une haute idée de ce pays, ceux qui connaissent le martyre du peuple juif à travers le XXe siècle, ceux qui sont sensibles, enfin nous tous d'ailleurs, qui sont sensibles à la question antisémitique, très bien, mais je veux dire, le châtiment qui est imposé actuellement à Gaza n'est pas tolérable. Il faut des sanctions. Il faut que la France je viens de le dire, voilà, je viens de le dire. À part arrêter de livrer les c'est pas mal déjà. Les sanctions. Mais commençons économiques sur l'État d'Israël. Bloquons déjà l'accord Union européenne-Israël, cessons de vendre des armes, mais après que les criminels de guerre soient traduits devant la justice internationale, ça me semble intéressant. Je crois que ce gouvernement de droite et d'extrême droite de Benjamin Netanyahou est en train de commettre l'irréparable. Et j'observe que la société civile israélienne, d'ailleurs, manifeste beaucoup et que même des gens de familles d'otages disent que cette violence aveugle qui ressemble plus à une espèce de vengeance qu'à une quelconque volonté de vraiment faire respecter le droit est en train de mettre en danger les otages. Alexis Corbière, on vous retrouve juste après le fil info, il est 8h41, Claire Checaglini. Service public au ralenti aujourd'hui. 8 syndicats appellent à la grève. 5 700 000 fonctionnaires pour réclamer de meilleurs salaires. Cette journée aura valeur de test pour la mobilisation à 4 mois des JO. La CGT et FO ont déjà promis de déposer des préavis de grève en plein cœur de l'été. Jeudi soir, une marche silencieuse sera organisée en mémoire de Wanis à la Courneuve. Annonce faite sur France Info ce matin par Gilles Poux, le maire de cette ville de Seine-Saint-Denis, dont le commissariat a été pris pour cible dimanche. La garde à vue des 9 suspects arrêtés il y a 2 jours a été prolongée hier soir. Joe Biden enjoint Israël d'envoyer une délégation à Washington pour discuter de l'assaut sur Rafah. Demande faite hier par le président américain au Premier ministre israélien lors d'un échange téléphonique. La Maison-Blanche veut éviter une offensive généralisée sur ce poste frontière de la bande de Gaza. 62 restaurants étoilés par le guide Michelin. La Bible des gourmets a dévoilé son cru 2024 hier à Tours. Parmi les heureux élus en cuisine, Fabien Quéré de la table du Castelet dans le Var. Il devient à 35 ans le plus jeune chef français à décrocher le Graal avec 3 étoiles. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis. Vladimir Poutine a célébré hier soir sa reconduction à la tête de la Russie. Les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique n'ont une nouvelle fois pas été réunies, dit le Quai d'Orsay. Est-ce que vous partagez la position de la France ? Oui, c'est indiscutablement des élections qui ne se passent pas selon des standards démocratiques. Des opposants ne pouvaient pas se présenter. Si j'ai bien compris, c'était des faire-valoir. Il y a
une forme en plus, c'est assez tenu, quoi, pour dire l'employeur d'une entreprise peut en quelque sorte demander à ses employés de voter pour le bon président, etc. etc. Donc, ça s'appelle comment ça? Comment vous qualifiez un régime autoritaire. Certains parlent de dictature. Oui, enfin, le mot de dictature, c'est-à-dire qu'il y a un simulacre d'élection, il y a malgré tout une société civile, et puis même il y a une presse extrêmement tenue qui travaille difficilement. Bon, je veux dire, mais c'est un régime autoritaire qui ne respecte pas l'idée que moi je me fais de la démocratie indiscutablement, et qui en plus depuis maintenant 2 ans que la guerre a commencé, c'était déjà le cas de Vladimir Poutine, mais développe un discours nationaliste extrêmement musclé. Bon voilà, après c'est une société, vous savez, selon les standards que je me fais, Vladimir Poutine a des propos homophobes, a des propos assez virilistes. Enfin, c'est évidemment quelque chose qui est assez préoccupant. Régime autoritaire avec lequel il est possible de discuter. Mais du point de vue du droit international, là aussi, comment dirais-je, il faut parler avec la Chine, qui est aussi un régime autoritaire. Il faut parler avec l'Inde, où le gouvernement est un gouvernement d'extrême droite. Je veux dire, quand on fait de la diplomatie, qu'on construit des relations internationales, on peut avoir des relations avec des régimes qui ne sont pas du tout acceptables. Moi, l'idée que je me fais de la démocratie fait que le Qatar, par exemple, pour moi, est un pays, une monarchie dont je goûte peu le système. Et pour autant, des choses, la Russie a envahi l'Ukraine et la paix est possible à propos de l'Ukraine à la condition qu'on comprenne une chose, il ne peut y avoir d'autre issue que celle où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que nous sommes favorables à tout faire pour qu'une solution diplomatique puisse avoir lieu plutôt qu'une spirale, un engrenage qui nous amène à ce que... Ni vainqueur ni vaincu, c'est pas de la capitulation, ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas de la capitulation? La question, c'est parce qu'il y a un agresseur et un agressé au départ. Il y a un indiscutablement, et nous l'avons dit. Et Jean-Luc Mélenchon même a été d'une rapidité, c'était à l'occasion des élections présidentielles, sitôt que l'intervention a eu lieu, de dire il y a un agresseur, il s'appelle Vladimir Poutine, il y a un pays agressé qui est l'Ukraine, indiscutablement. Il ne s'agit pas de renvoyer dos à dos les choses. Maintenant, l'histoire nous enseigne les logiques d'engrenage. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. L'engrenage, et c'est pourquoi nous avons vivement réagi aux propos d'Emmanuel Macron, qui sont assez singuliers, y compris par rapport à ce que disent nos amis allemands, ou même les États-Unis, qui visent en quelque sorte à en rajouter beaucoup. C'est soi-disant une stratégie de l'ambiguïté stratégique, qui à mon avis produit l'inverse, c'est-à-dire que Emmanuel Macron se singularise dans quelque chose qui, même du point de vue de Vladimir Poutine, l'impressionne peu, mais qui va même jusqu'à dire, selon des indiscrétions journalistiques, je reprends le mot entre guillemets, bientôt je vais envoyer des mecs en Ukraine, sous-entendu des soldats sur le terrain. Bon, je crois que le peuple français, la population française ne souhaite pas rentrer dans un conflit ouvert. Non, mais là, on s'éloigne de la question. En fait, on est dans la question. Vous disiez, il y a un agresseur et un agressé, mais il ne peut y avoir ni vainqueur ni vaincu. Si l'agressé, à la fin, il a perdu des territoires, il est vaincu. Ça, il faudra qu'il y ait une conférence internationale dans laquelle nous pourrons créer les conditions de la paix. Moi, je souhaite effectivement que le territoire ukrainien ne soit pas remis en cause. Je souhaite qu'effectivement la souveraineté mais ceux qui nous écoutent et qui sont experts de la question, ils doivent dire mais il est dans le monde des bisounours. Non, c'est l'inverse. Alexis Corbière. C'est l'inverse. Je veux dire. Vous pensez vraiment que Vladimir Poutine va négocier aujourd'hui en disant OK, je retire toutes mes troupes qui occupent 20% du territoire ukrainien. Pas de faux débat. Il faut créer les conditions, y compris en termes militaires. Et nous ne nous sommes pas opposés sur un vote précédent au fait que la France aide militairement par du matériel. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, la résistance ukrainienne. Donc, quand on me dit le monde des bisounours, j'ai envie de répondre, on n'est pas aussi dans le monde des films de guerre où d'un seul coup, on va faire reculer M. Poutine et qu'on va lui infliger une défaite. C'est plus compliqué que ça sur le terrain, d'accord? Parce que c'est facile de dire ce dont nous parlons, c'est est-ce que nous voulons créer les conditions, y compris peut-être, puisque le président de la République l'a évoqué, d'envoyer des troupes de l'armée française ou du matériel de longue portée pour vraiment quoi? Infliger une défaite à Vladimir Poutine avec dans l'idée un peu comme on l'a en tête que d'un seul coup... de limite à quelqu'un qui n'en a pas. Mais ça s'appelle l'ambiguïté stratégique. C'est ce qu'il dit. Alors, moi, je pense que l'ambiguïté stratégique, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent suivent, mais ce qu'a fait le président de la République, ça passe aussi par des silences à un moment donné. On peut se taire pour entretenir une ambiguïté stratégique. Mais quand on parle trop, au bout d'un moment, il n'y a plus d'ambiguïté. Et vous voulez que je vous dise, puisqu'on va terminer sur ce point, il confond campagne électorale et campagne militaire. Il fait de la politique intérieure. C'est politicien et c'est irresponsable. Il veut latéraliser le débat qui vient des élections européennes parce qu'il est à la ramasse, en disant en quelque sorte qu'il y a d'un côté M. Bardella et les amis de Vladimir Poutine, suivez mon regard, et moi Emmanuel Macron, le seul courageux, le seul qui blablabla. Tout ça, c'est pas responsable. C'est faible sur le plan diplomatique, y compris, il devrait continuer à aider vraiment, et nous ne nous sommes jamais opposés, vraiment l'Ukraine par du matériel, ce que nous faisons, un certain type de matériel. Maintenant, le vote que nous avons fait récemment où nous sommes opposés, c'est pas sur l'aide à l'Ukraine. Sur le volet politique. C'est Union européenne. Autant, j'aimerais que dans ce débat sérieux, ce soit pas non plus
le monde des bisounours, comme on dit. C'est soit tu es du côté d'Emmanuel Macron, soit tu es avec Poutine. Eh ben, c'est plus compliqué que ça. Attention, vous dites la même chose que Marine Le Pen. Si on n'est pas pro-Macron, on est si on n'est pas pro-Macron, on est pro-Poutine. C'est ce qu'elle a dit à l'Assemblée nationale. Écoutez, dans cette élection européenne, il y a aussi Manon Aubry qui vient. Moi, j'en ai ras-le-bol. Ça, c'est ce que veut faire Emmanuel Macron. Je vous réponds vivement, mais vous avez raison de le dire comme ça. Mais les Français veulent pas être pris en otage dans le duo Macron ou Le Pen, Bardella ou la candidate Madame Hayet. Non, on a le droit, vous savez, sous mes cheveux, il y a un cerveau, et j'ai le droit de considérer que ce que fait Emmanuel Macron n'est pas conforme à l'idée que je me fais du rôle diplomatique et militaire même de la France, sans être un soutien et un fourrier de Madame Le Pen. Parce qu'elle-même, sur nombre de sujets, je suis en radical désaccord. D'accord ? Et elle-même, elle est liée, je vais le dire, y compris, je pense, à un nombre de banques russes, ce qui n'est pas le cas de la France insoumise. Donc, j'ai pas de problème à essayer d'exprimer une pensée qui se dit pas, bah alors t'es pour Bardella ou Macron, aucun des deux. Un autre sujet, Alexis Corbière, dans son livre La Voix française, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, estime que l'État-providence est devenu une machine à empiler les dépenses, qu'il a raison. Non, mais ça suffit. Alors là, vous savez, c'est 2027 qui commence. On va avoir, parmi les successeurs de Macron, toute une série de personnages caricaturaux. Darmanin va dire vive la police, Le Maire va dire l'État, ça suffit. De quoi il nous parle ? Avant 2027, il y a 2024 avec 10 milliards d'euros d'économie. Il s'en fout, Le Maire. C'est de camper un personnage. Déjà, cet homme, depuis qu'il est ministre, 7 ans, c'est son 6e livre où régulièrement, il a beaucoup de temps pour faire ça. Qu'est-ce qu'il nous dit surtout ? L'État-providence, c'est fini. Il veut affaiblir l'État. C'est quoi l'État-providence ? C'est les services publics. C'est ce qui fait. Non, il dit on dépense trop. Oui, mais c'est de l'argent public. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. Actuellement, il y a un plan d'urgence qui est réclamé par les parents d'élèves et les professeurs de Seine-Saint-Denis. 358 millions d'euros. Pourquoi créer 5000 postes ? Pas pour avoir plus de moyens pour la Seine-Saint-Denis, mais pour la justice. 358 millions d'euros, je vais vous dire, quand on compare avec l'expérience de l'uniforme à l'école, qui est un gadget absolument inutile, c'est 2,4 milliards d'euros qui sont dépensés. Donc, monsieur le maire, il nous fait des phrases, mais qu'est-ce qu'il nous dit derrière ? Il faut faire des économies budgétaires. 10 milliards. Il veut supprimer dans l'éducation nationale 690 millions. Alors que moi, je réclame pour la justice. Pardon, non, mais c'est le sujet. Mal compris. L'uniforme à l'école, 2,4 milliards. Oui, chaque année, oui. L'expérimentation c'est 2,4 milliards. Oui, c'est ce qu'on estime. Ouais. D'ailleurs, vous le corrigerez, mais si vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est entre les collectivités publiques et l'État, dans l'expérimentation de l'uniforme à l'école, c'est ce que cela coûterait. Comme le SNU, par exemple, c'est 2,5 milliards. Vous voyez, je suis raisonnable. Ce que je suis en train de dire, c'est que derrière la posture littéraire de monsieur le maire, de quoi on parle ? Est-ce que les Français veulent, quand ils vont à l'hôpital, attendre à la salle d'attente parce que tu comprends, comme ça coûte trop cher, il faut faire des réductions dans l'hôpital ? Est-ce que les Français veulent que quand le professeur est absent, ça lui arrive, les professeurs ne sont pas plus absents que les autres salariés, mais ça leur arrive, est-ce qu'il ne doit pas être remplacé ? Mais moi, je dis non. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de l'universalisme. Mais il faut quand même faire des économies, 3 000 milliards de dettes. À un moment, il faut faire des économies. Mais tout ce discours sur les économies, vous savez, quand vous affaiblissez les recettes de l'État, que vous baissez les impôts, y compris pour certains grands groupes, que aujourd'hui les grands groupes des entreprises payent moins que la petite entreprise du quartier du point de vue de l'impôt. Quand vous supprimez l'ISF. L'optimisation fiscale aussi. Oui, l'optimisation fiscale. Après, vous arrivez à une situation où, évidemment, vous avez moins de rentrer dans les caisses de l'État. Mais il faut pas... C'est pas un gros mot, l'impôt. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est l'outil tranquille et démocratique qui permet que ceux qui ont beaucoup payent plus. Notre taux de prélèvement obligatoire est le plus important de l'UE, donc 47%. Oui, on va monter jusqu'à combien ? Vous voulez plus encore ? Je répète que dans ce pays, quand vous êtes riche, vous payez moins d'impôts, proportionnellement j'entends, que lorsque vous êtes des classes moyennes. Là, il y a un sujet. J'ai cité le cas des entreprises du CAC 40 qui payent moins en termes d'impôts que les entreprises, les TPE, PME. Donc moi je suis pour une révolution fiscale. On doit réfléchir. C'est pour ça que dans la campagne présidentielle, je vais vite dans mon débit, excusez-moi, mais on était pour 14 tranches d'impôts, pas pour être plus imposé, mais pour être plus progressif. Écoutez, quand on gagne beaucoup d'argent, on devrait être fier de payer des impôts. Et puis les gens modestes, ils en payent moins, ça me semble normal. Maintenant, je reprends monsieur le maire, il dit la gratuité, mais il n'y a rien qui est gratuit, ami. On paye des impôts, c'est de l'argent public. Il dit la gratuité de tout pour tous, tout le temps, c'est intenable. Mais j'en ai ras-le-bol, ce type vit sur le fromage de la République depuis des années. Ça fait 20 ans qu'il est ministre ou conseiller de gouvernement. S'il déteste l'État, qu'il fasse autre chose qu'il a dans le privé. Qu'est-ce que c'est que ce personnage qui est ministre en toute situation, qui est l'incarnation du girouettisme politique. On parle sur le fond, alors on parle pas des... Non, on parle du fond. Ouais. On parle du fond, monsieur. On parle de ces gens qui squattent les cabinets ministériels, qui sont même ministres et qui passent leur temps à vouloir affaiblir l'État. Moi, l'État, qui suis un élu de la Seine-Saint-Denis, je sais ce que c'est. J'ai besoin de policiers, j'ai besoin de professeurs, j'ai besoin d'hôpitaux qui fonctionnent. Lui, qui a de l'argent, il est pour tout privatiser. Eh ben non. Alexis Corbière, on vous retrouve dans une minute juste après le fil info. Claire Checaglini.
Le député insoumis, justement, Alexis Corbière, n'est pas contre le fait qu'une commission d'enquête parlementaire se penche sur l'antisémitisme à l'université. Il vient de le dire sur France Info. Il réagissait à la proposition du CRIF après la polémique à Sciences Po Paris. Les industriels ont fait des efforts sur le sucre, résultat d'une enquête menée sur 54 000 produits entre 2008 et 2020. Mais 3/4 d'entre eux contiennent encore un ingrédient sucrant, y compris au rayon salé, s'inquiète l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments. 5 700 000 fonctionnaires appelés à descendre dans la rue aujourd'hui. 8 syndicats ont déposé un préavis de grève. Ils réclament de meilleurs salaires. Cette journée de mobilisation coïncide avec celle des infirmiers libéraux qui demandent aussi une revalorisation de leurs actes. L'équipe de France va devoir se passer d'Antoine Griezmann, une première depuis 84 matchs. Griezmann sera forfait pour les rencontres amicales contre l'Allemagne et le Chili à la fin du mois. Le footballeur de l'Atlético Madrid souffre d'une cheville. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Alexis Corbière, le député LFI de Seine-Saint-Denis. Juste avant le fil info, vous disiez j'ai besoin de profs en Seine-Saint-Denis, j'ai besoin de policiers en Seine-Saint-Denis. Le commissariat de la Courneuve a été visé par une cinquantaine de jeunes à coups de tir de mortier avant-hier soir. 2 fonctionnaires de police ont été légèrement blessés, 9 individus ont été interpellés. Cette attaque, elle a eu lieu 4 jours après la mort d'un jeune suite à un refus d'obtempérer. Est-ce que vous comprenez la colère des jeunes ? Oui. Alors, écoutez-moi bien, parce que tout à l'heure, j'étais sur un débit, et notamment les policiers. Moi, je n'accepte pas, évidemment, qu'on dégrade, qu'on attaque un commissariat, ou qu'on moleste, ou qu'on agresse un policier. C'est un service public. Maintenant, on a le droit, comme tout service public, de parler de ce service public. J'observe que depuis 2022, il y a 17 personnes, des jeunes en particulier, qui sont morts à l'occasion d'un contrôle de police. En Allemagne, sur la même période, c'est 1 personne. Là, on parle d'un refus d'obtempérer. J'entends bien, mais les conditions, de ce blocage de la voiture, il y a une enquête qui a mené, font que les jeunes s'enflamment parce qu'ils ont l'impression, 17 c'est énorme, quasiment tous les mois, souvent le même type, de jeunesse, de cette jeunesse populaire, notre jeunesse, notamment issue de l'immigration. Je dis que les policiers feront du meilleur travail quand il y aura un apaisement et une meilleure compréhension de comment travaille la police, et peut-être qu'elle travaille parfois dans des conditions, qu'elle utilise les armes à feu parfois dans des conditions qui ne sont pas conformes à l'idée que je me fais de la déontologie et du travail de policier. L'extrême gauche. L'extrême gauche incite à l'émeute, dit Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il fait de la politique, de toute façon, c'est un ancien politique. Mais écoutez-moi, les gens je suis un homme qui aime l'ordre social, l'ordre républicain. Je n'imagine pas une société, si ce n'est le Far West, où il n'y a pas de police. Donc j'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas anti-flic, mais j'aimerais pouvoir exprimer une pensée qui dit en même temps, je considère souvent par rapport aux conditions de travail des policiers, par rapport à une culture actuellement policière que je trouve un peu brutale dans son rapport aux populations, que notre jeunesse a le droit de considérer, et notre population d'ailleurs, que 17 morts depuis 2022 à l'occasion de contrôle de police, c'est trop, c'est beaucoup trop, c'est inacceptable. Et souvent les vidéos de ces arrestations à terme duquel il y a un décès nous montrent que la façon dont la police a travaillé n'est pas satisfaisante. Jeudi, il va y avoir une marche blanche pour Wanis. Voilà, vous avez évoqué, je sais que mon collègue Éric Coquerel, qui est député, je crois, de la circonscription avec la famille, ce sont des gens très dignes. Très dignes. Et j'aimerais au-delà, bien entendu, on ne souhaite pas que le commissariat soit abîmé, mais d'abord, respect pour ces gens qui viennent de vivre un drame. Et si la jeunesse, parce qu'elle est belle cette jeunesse, elle fait une marche blanche en voulant rendre hommage à leurs camarades et en disant qu'on veut la justice et la vérité et la clarté sur tout ça, et, je veux dire, on fera mieux société. Et dans certains cas, j'ai envie de dire, c'est pour ça que je m'adresse aux policiers, vous travaillerez mieux. Vous travaillerez mieux. Donc là, il y a quelque chose qui dysfonctionne et cette mort est tragique. Et nous tous, on doit quand même s'interroger et je souhaite vraiment que la clarté soit faite. Alexis Corbière, l'élection européenne de 2024 prépare l'élection présidentielle de 2027. Il faut bien commencer. Alors ça commence aujourd'hui. On n'a pas honte de le dire, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Est-ce que ça veut dire qu'il est le candidat naturel de votre formation politique ? J'aimerais que quand une femme est candidate qui s'appelle Manon Aubry, on ne soit pas immédiatement en train de dire « Ah ben c'est pas elle, on va parler de Jean-Luc ou d'un homme ». Mais c'est pour ça qu'on me pose la question. Elle s'appelle Manon Aubry, elle porte une liste qui est belle. Il y a eu
ce samedi un rassemblement, nous faisons campagne et je souhaite que nous soyons au plus haut pour faire entendre des choses. Ensuite, puisque vous évoquez Jean-Luc Mélenchon, je vais vous dire une chose. Un homme qui a fait 22% aux dernières élections présidentielles, 19,5% à la précédente, près de 12% avant, est évidemment un homme qui compte dans la vie politique et qui devra, comment dirais-je, jouer un rôle, évidemment, important. Quel rôle? Mais lui-même, il ne se définit pas comme ça. Ça, c'était un terme à l'époque dans le Parti Socialiste. Ça n'avait pas porté d'ailleurs chance à celui qui était censé être, je crois que c'était Michel Rocard, et on sait très bien qu'il n'est pas devenu président de la République. Pour ma part, et vous savez, après d'autres discussions qui peuvent avoir lieu dans nos rangs, de toute manière, ce qui m'intéresse, c'est que cette élection ait lieu, que la liste de Manon Aubry fasse un score, et après, tout le monde parle à l'heure actuelle d'unité pour la suite. Ça me va, parce que c'est ça mon idée à moi aussi. Sauf que ça me va. Non, mais je veux dire qu'on en discute. Non, mais pardon, mais parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui met le sujet sur la table, ce serait sa 4e candidature à 76 ans en 2027. Vous parlez d'unité de la gauche, si c'est lui, il y aura unité de la gauche. Mais non, attendez. Moi, je refuse de m'embarquer sur la discussion. Manon est candidate. Franchement, en plus, je trouve que c'est un manque de respect par rapport à ça. Et deuxièmement, énorme surprise, Jean-Luc Mélenchon soutient la liste aux européennes de la France Insoumise. Il avait fait la même chose la dernière fois. En quoi? Quand est-ce qu'il a dit ce que vous êtes en train de vouloir lui faire dire? L'élection européenne de 2024 prépare l'élection présidentielle de 2027. Il faut bien commencer. Alors ça commence aujourd'hui. C'est lui qui le dit le week-end dernier. Il n'a pas dit je suis candidat. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est que si effectivement ce qui sort de cette élection, c'est que soit d'un côté vous avez le macronisme décomposé et putrifié tel que c'est en train d'être le cas, et que la seule alternative, c'est l'extrême droite, eh bien moi, par rapport à l'idée que je me fais de ce pays, c'est une impasse politique. Donc il faut travailler à autre chose. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et notamment, il fait un vibrant appel à se mobiliser, parce qu'on sait très bien qu'il y a un différentiel de participation à ces élections qui est important et qui est sociologiquement ciblé. Avant le 9 mai, on peut encore s'inscrire sur la liste électorale. Ne vous abstenez pas, ceux qui nous ont fait confiance dans les luttes. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une espèce de miroir déformé de la situation qui consiste à dire « j'en ai ras-le-bol de Macron, eh ben vote Jordan ». Non, mon ami, si tu votes Jordan, tu votes contre le SMIC, tu votes en fait contre des politiques sociales, tu votes pour la dégradation des services publics, tu votes pour le cumul des mandats, tu votes contre toi. Par contre, si tu votes Manon, alors c'est une issue sociale, écologique et démocratique qui est possible. Merci Alexis Corbière d'avoir été l'invité de France Info ce matin.